Cet épisode est une présentation des éditions du Septentrion. Au fait, c'est qui celui-là? Ah, le gars du monument sur l'avenue du Parc. C'est un des pères de la Confédération. Attendez, je vais éternuer. C'est probablement le maquillage. Mallory s'était rendu dans le nord-ouest du Groenland, littéralement au-delà de tout ce qui existait, là, pratiquement au pôle Nord. Et il s'était mis à faire des travaux géomorphologiques et géologiques. Puis il s'était mis à côtoyer des Autochtones, c'est-à-dire des Inuits. Et il les a de plus en plus côtoyés. Et finalement, il a changé sa trajectoire. Puis il s'est mis à décrire leur culture de base, a appris leur langue. Et il a maîtrisé les raisons pour lesquelles ces gens-là survivaient dans un environnement aussi hostile. Ça m'a fait bifurquer d'une approche où seule la culture européenne compte. La logique de Platon, de Socrate, Rome. J'ai dit, ouais, OK, allons voir un petit peu plus loin. Apprenons une autre façon de comprendre la réalité. Prenons l'anthropologie. Allons rencontrer des gens, apprendre d'autres langues, d'autres cultures, puis ça a débouché sur l'étude des minorités juives ici. Comment on parvient à comprendre une culture radicalement différente de la nôtre, pas d'un point de vue qui est le nôtre, de l'occidental scientifique et européen, mais du point de vue de ces gens, en apprenant leur langue et leur comportement culturel, et en comprenant leur raisonnement non cartésien. J'ai encore l'ouvrage que j'ai lu à l'époque, et puis j'ai encore mes notes à la main à l'intérieur. Moi, je pense que ça a beaucoup changé ma trajectoire et ça m'a fait faire une maîtrise en anthropologie, puis ensuite un doctorat en anthropologie. Ça a changé ma vie très profondément. Pierre Anctil, vous êtes historien, spécialiste de la culture juive au Québec, surtout à Montréal. Oui, c'est vrai. Donc, vous parlez yiddish, Parfait. Vous connaissez un peu l'hébreu, et donc vous vous intéressez à cette question-là depuis au moins une trentaine d'années. Vous avez fait une nouvelle collection, des articles qui traitent des Juifs dans les éditoriaux du Devoir de 1910 à 1947, donc exact. De la Fondation jusqu'à la fin du règne de Georges Pelletier dans le Exact. Devoir. Petite question de méthode. Ça fait combien d'articles au total à lire et il y en avait combien qui parlaient des Juifs, en bien ou en mal? En gros, ça en faisait tout près de 11 000 éditoriaux à lire. Je les ai tous lus personnellement parce que je ne peux pas confier une tâche comme ça à personne d'autre. Et je les ai faits pour faire l'histoire du devoir. Donc, mon premier but, c'était de comprendre l'histoire du devoir comme organe de presse nationaliste, conservateur, canadien-français. Comment le devoir, sous Pelletier, et avant lui, sous Bourassa, avait compris notre réalité. Mais à chaque fois que je voyais un éditorial sur les Juifs, je le mettais de côté. Je me dirais, on va l'analyser plus tard, on va tous les analyser plus tard, donc on aura un grand portrait général. Et j'ai bien fait. Le Devoir n'est pas un journal qui écrit sur les Juifs souvent, mais ça s'inscrit dans une certaine mouvance. Le discours juif fait sens à l'intérieur d'un plus grand discours. Et sur les 11 000 articles, en fait, les 11 000 éditoriaux que vous avez lus, il y en a combien qui parlent des Juifs? 200. 200. 2%. Donc 2% sur une période de 37 ans. À peu près presque 40 ans. Et ça, c'était une des choses sur la recherche que personne n'avait fait. On pensait, entre autres, certains auteurs anglophones, canadiens, pensaient que le Devoir était un organe antisémite. Et là, il s'avère qu'ils n'ont pas lu le Devoir
il s'avère qu'ils n'ont pas parcouru avec autant de soin. On ne peut pas dire que Le Devoir est un organe antisémite avec 2% des éditoriaux. Il y a des tendances antisémites, il y a des perceptions qui sont souvent distorsionnées, mais Le Devoir discourt assez peu sur la question. Il le fait, et c'est ce que j'ai découvert, seulement au cours de certaines années dans ses 37 ans. Pour la plupart du temps, il n'en parle pas. Et sur les 200 qui parlent des Juifs, vous dites qu'il y en a la moitié qui ont une connotation négative. Oui. Et ça survient surtout durant la période difficile dans le monde pour les Juifs, l'accession de Hitler au pouvoir jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, le contexte est encore plus vaste. Même en sortant Hitler de la question, c'est la grande crise économique qui fait surgir la problématique des minorités, entre autres des minorités juives au Canada, au Québec, avant Hitler. Parce que le niveau de vie baisse très radicalement à Montréal, le chômage augmente au-dessus de 30%, dans une situation de crise sociale extrêmement profonde. Ça a été la crise sociale la plus profonde au 20e siècle, ces années-là. On se demande, mais est-ce qu'on va laisser entrer des nouveaux Juifs? Comment on va traiter nos minorités? On est en perte de vitesse économique, sociale, pouvoir politique. Le Canada français est aux abois. Ça, c'est la première chose. La crise économique propulse un discours hostile aux minorités. Deuxièmement, la prise du pouvoir d'Hitler en 1933 et les persécutions, là, ça devient public. Ça soulève une autre question fondamentale de la propagande haineuse qui va se diffuser, qui va, avec la crise, créer un climat où on se met à discourir des Juifs, qu'on n'aurait pas fait sans Hitler ou sans la crise de la même façon. Et troisième élément, Hitler chasse les Juifs. Est-ce qu'on va les accepter ici? Et ça commence en 1938, avec Kristallnacht, novembre 1938. On brûle 200 synagogues en Allemagne, on emprisonne 30 000 Juifs, on en assassine plusieurs centaines. Et là, la question se pose, est-ce qu'on doit admettre ces gens, les sauver? Et les Juifs vont à Ottawa et disent, sauvez ces Juifs, admettez-en comme réfugiés au Canada. Et c'est là que Le Devoir va dire, non, on ne peut pas. Il y a des nuances à faire. Vous dites que dans Le Devoir, on ne retrouve jamais des documents de propagande anti-juive comme le protocole des sages de Sion, et on ne trouve pas non plus un langage ordurier et insultant. Exact. C'est une marque de commerce du Devoir, c'est un certain niveau. Oui, la discussion se fait toujours à un niveau de respect mutuel, même quand il y a des affrontements idéologiques entre Le Devoir et le Congrès juif canadien, qu'on retrouve dans les années 33-34 assez clairement. Il n'y a pas cette notion vulgaire et méprisante qu'on trouve dans les journaux d'Adrien Arcan. Et quand on voit un échange entre Le Devoir et les Juifs sur cette question, c'est toujours dans le respect de l'opinion de l'autre. On n'est pas d'accord. Le Devoir a des préjugés. Les liens entre les deux groupes sont très ténus. Le Devoir est pas lu par des Juifs. La langue française du Devoir est de niveau trop élevé la plupart du temps. Il y a très peu de Juifs qui peuvent. Et inversement, les rédacteurs du Devoir rencontrent pas, ou très peu, de Juifs, sauf épisodiquement. C'est un dialogue de sourds. On dirait que cette question juive dans Le Devoir se pose à un moment où, de toute façon, une certaine partie de l'élite nationaliste était tout simplement fermée à l'immigration, sans vouloir excuser qui que ce soit, pour des raisons qui sont compréhensibles d'un point de vue historique, compte tenu de la crise économique, compte tenu de la crainte historique des Canadiens français d'être assimilés. Assimilés, envahis. Alors oui, c'est tout à fait vrai. L'hostilité à l'immigration commence en 1910. En fait, c'est un thème récurrent du Devoir. C'est systématique pendant 37 ans. Alors, Bourassa, Pelletier, Homer Héroux, à peu près tout ce qui bouge dans les pages éditoriales s'en prend à la politique migratoire canadienne qui commence quelques années avant, 1910. Et on tient ce discours. Ce qui arrive en 33, 34, 35, c'est que là, on se met à parler des Juifs à travers ce discours anti-immigration. Mais il était déjà là. Il y a comme une coloration différente. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause des Juifs que ce discours est là. Il est là de toute façon. Mais le contexte de l'Allemagne nazie propulse les Juifs sur le devant de la scène pour la première fois. Mais si on commençait par Henri Bourassa. Donc, Henri Bourassa fait un discours en 1906 au Parlement à Ottawa qui
aurait pu nous faire croire que ça allait très mal se passer entre Henri Bourassa et les Juifs dans ses éditoriaux. Finalement, c'est pas le cas. C'est ce que vous nous dites. Alors ça, c'est une affaire absolument fascinante. Si Le Devoir avait été fondé en 1905, les éditoriaux auraient répercuté l'opinion, à l'époque très hostile de Bourassa vis-à-vis des Juifs. Mais Le Devoir est fondé en 10, la période est passée. Et là, Bourassa traverse ce que j'appellerais une crise, il traverse une prise de conscience que le Canada français ne peut pas être hostile aux Juifs parce que les Canadiens français eux-mêmes sont une minorité dans le Canada. Et on a le devoir, d'après Bourassa, et c'est ce qui commence à expliquer à partir des années 20, on a le devoir d'avoir une position irréprochable vis-à-vis de nos propres minorités. Mais parce que, en 1906, Bourassa avait tenu des propos très hostiles aux Juifs et à l'immigration, il avait comparé les Juifs à des exploitants de la paysannerie russe, les Juifs vont se rappeler de ces paroles et vont considérer que toute la part de Bourassa est antisémite de début à la fin, sans vérifier. C'est ce qu'on trouve dans les livres d'histoire du Canada, particulièrement l'histoire juive du Canada, partant de ce constat. Mais c'est faux. Bourassa n'écrira pas un seul éditorial hostile aux Juifs dans toute l'histoire du Devoir. C'est seulement quand Pétier entre à la tête du Devoir, et ça arrive en 1932 quand Bourassa est chassé, là commence une séquence hostile aux Juifs, 1932. À chacun ses Juifs. Oui. C'est le titre d'un éditorial de Georges Pelletier exact. Que vous avez utilisé pour intituler votre recueil. Oui. C'est tout un titre, ça. Oui. C'est extrêmement important. C'est un éditorial qui est de début 1939. On est quelques semaines après Kristallnacht. Alors là, c'est connu dans le monde entier que les Juifs allemands vont être persécutés violemment et probablement chassés d'Allemagne. Et là, Pelletier dit « À chacun ses Juifs. Nous, on en a déjà assez reçus, et ceux qu'on a, on les traite bien, mais on n'en veut plus. Donc, comptez pas sur nous pour accueillir les réfugiés de l'Allemagne nazie, qu'ils aillent ailleurs. » Si on se plaçait dans la perspective du Canadien français moyen qui habite peut-être à Montréal, au milieu du 19e siècle, pas beaucoup de Juifs au Québec. Et finalement, autour de 1910 jusqu'en 1931, le chiffre monte à 60 000 Juifs à Montréal. Et donc, ils deviennent la plus grosse minorité. Oui. En 1931, en effet, on arrive à 60 000 et le yiddish devient la troisième langue la plus parlée à Montréal. Sur le boulevard Saint-Laurent, on a une visibilité juive très nette, avec des lieux de prière, un journal, le Canada Rodla, qui existe depuis 1907, qui est un quotidien de langue yiddish. Les Canadiens français ont laissé passer l'occasion, en 1903, d'admettre des Juifs dans le réseau scolaire catholique francophone. Ils sont tous allés dans le réseau protestant anglophone. Et ces 61 000 Juifs 60 000 Juifs de 1931, ils n'ont pas de contact avec le Canada français, pratiquement, et le Canada français n'a pas de contact avec eux. Ils sont menaçants. Il y a quelque chose de curieux qui ponctue les critiques des Juifs dans le Devoir, c'est que souvent, il y a une sorte d'envie envers les Juifs de la part des Canadiens français. Donc, c'est pas seulement négatif, il y a comme une rivalité. Ça, c'est extrêmement important. Alors, sur les 200 éditoriaux que j'ai identifiés, il y en a la moitié qui sont neutres ou favorables aux Juifs. Ça, c'est un autre élément de la recherche qui est complètement nouveau. On pensait que c'était antisémite de bord en bord, mur à mur. Or, il s'avère que certains auteurs, surtout Homer Héroux, à certains moments disent « un instant », particulièrement Louis Dupé, ils font mieux que nous sur le plan économique. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le taux de natalité est très élevé pour le Canada français, c'est vrai, mais que le taux de mortalité aussi est très élevé et plus élevé que celui des Juifs? Et là, les chiffres sont assez éloquents. 5 fois moins de mortalité infantile chez les Juifs. Chez les Juifs, qui sont des immigrants récents. Qui ne sont pas encore une classe moyenne ou qui n'ont pas encore pénétré beaucoup la société canadienne. Alors, le Devoir se pose la question, mais peut-être que la solidarité, peut-être que l'éducation juive, le respect de la science, la volonté d'avancer, c'est une chose qu'on pourrait imiter chez les Juifs. On le trouve mot à mot dans le Devoir. Les Juifs, imitons-les. Alors, on n'est pas dans un discours haineux systématique. On est dans un discours ambigu, ambivalent, incertain. Un peu, le Devoir cherche dans le noir. Il cherche à se positionner.
il y a des propos antisémites ou hostiles, il y a des préjugés, il y a des nuances qui ne sont pas faites. Mais sur d'autres plans, par exemple, Dupire dit, le Y, aujourd'hui, c'est juste à côté du parc Jeanne-Mance, c'était le Y juif à l'époque, envoie les jeunes juifs sur le parc du Mont-Royal se former en botanique et en sciences naturelles. Il dit, pourquoi nous, on ne ferait pas ça, les Canadiens français? Et il voit chez les Juifs un phénomène qu'ils voudraient trouver chez nous. Au niveau de l'allaitement maternel, au niveau des soins accordés aux enfants en bas âge, ils trouvent des choses qu'ils trouvent dont on pourrait s'inspirer, etc., etc. Et ça, j'avais pas vu ça encore. J'avais pas compris cette capacité qui fait que le discours n'est pas un discours d'antisémitisme virulent, mais un discours de préjugés, plutôt. On parle de l'antisémitisme. Et on sait qu'il y a plusieurs types d'antisémitisme. Il y en a une première sorte, elle est biologique, elle est raciste. C'est celle des nazis. Exact. Il y a des hiérarchies entre les races. Ensuite, il y en a une qui est plutôt celle des fanatiques chrétiens. Et ensuite, il y a l'antisémitisme de terrain, si on veut. Des rivalités économiques du quotidien entre des groupes sociaux. Et selon vous, l'antisémitisme des Canadiens français, s'il en est, c'était de quel type? Alors, il y a un antisémitisme canadien-français dans les années 30. On en trouve les traces très claires. C'est indéniable. Il a deux racines. Et l'antisémitisme de l'Église pré-vaticane. Les antisémites canadiens-français ne font que répéter le discours de l'Église relativement au déicide, au danger d'accueillir les Juifs dans les institutions canadiennes, françaises ou catholiques, au danger d'être influencés par les idées modernes, le cosmopolitisme, l'égalité des hommes et des femmes, le cinéma, le théâtre moderne. C'est un discours rétrograde, et c'est ça qu'on a dans le devoir. Tout ce qui est nouveau vient des Juifs. Le cinéma, c'est dangereux. Le théâtre moderne, l'éducation poussée, la laïcité. L'autre source qui est présente aussi, c'est l'idée les Juifs vont concurrencer les petits commerces canadiens-français, ils vont les faire fermer et qui vont supplanter l'effort canadien-français, qui vont faire mieux et qui vont les déplacer. Mais là, écoutez, il ne faut pas être fou. On parle d'une population de 60 000 Juifs et la population canadienne-française de Montréal avoisine 1 million. Là, c'est un peu difficile de croire qu'un groupe va remplacer l'autre. Et on ne trouve pas des traces rationnelles. C'est pas un discours économique, c'est un discours idéologique. C'est un discours peut-être de communautariste, c'est-à-dire les Canadiens français s'entraident entre eux. La campagne Achat chez nous, dans laquelle le devoir embarquer, s'inscrit aussi dans un contexte de crise économique où les choses deviennent beaucoup plus difficiles entre les groupes de toute façon. Et quand les Juifs écrivent, on a des communications soit publiées dans le devoir, soit dans les archives juives. Ils disent, écoutez, là, ça se fait, là, c'est assez, arrêtez d'être antisémites, vous nous attaquez constamment. Puis, particulièrement Héroux dit, mais quoi, on n'est pas des antisémites, on fait juste défendre notre peuple. On prend les mêmes méthodes que vous, pourquoi vous nous en voulez? Héroux ne comprend pas que le discours de l'Église est hostile aux Juifs. Il n'est pas replacé dans un contexte doctrinal, il n'y a pas la prise de conscience, il fait que répéter ce qu'il a appris. Et il va falloir, et c'est là que se démantèle cet antisémitisme, parce qu'on va aboutir à une autre période, qui est celle de Laurando et Filion. C'est quand l'influence de l'Église va baisser au Québec que l'antisémitisme va commencer à disparaître. C'est lié de très, très proche. Et particulièrement, il y a bientôt 50 ans, l'encyclique Nostra Aetate et les réformes de Vatican II, du Concile. Après cette date, il y a une chute très nette de ces propos. En fait, la chute vient après la Deuxième Guerre mondiale, mais elle s'approfondit. On ne voit plus après quand finalement l'Église se retire de l'espace politique canadien-français. L'antisémitisme disparaît aussi sous cette forme-là. Est-ce que le devoir s'est associé d'une façon ou d'une autre à Adrien Arcand et à ses chemises bleues? Non. Alors là, c'est très intéressant. Il y a une étanchéité. Adrien Arcand n'est pas nommé une seule fois dans les éditoriaux du Devoir. Pas une seule fois dans toute l'histoire du journal. Il n'est pas discuté. Il n'est pas considéré. Il est une nullité et totalement absent. Pourtant, lui, c'est un vrai antisémite. Oui. Et il est absent de la page éditoriale. Je crois qu'il n'est pas totalement absent des pages du Devoir,
on trouverait probablement des annonces concernant ces activités ou des petits comptes rendus. Mais on ne trouverait pas, au sommet du devoir, le devoir considérait Arcan comme un charlatan, un populiste, quelqu'un qui n'est pas digne d'avoir la parole, et il est évincé. Au courant des années 90, au Québec, on a essayé de parler de l'antisémitisme. Oui. Mais on n'a pas réussi à le faire de manière propice à créer de la connaissance historique. Et c'est exact. Pensez-vous que maintenant, donc en 2016, on est prêt, on est capable de discuter intelligemment de cette question? C'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis dit, il y a juste une façon, c'est de consulter tous les textes du devoir, sans exception, je parle tous les éditoriaux, sur une très longue période. Alors là, c'est fini d'aller à gauche et à droite, ramasser des choses n'importe où, puis de dire, voici le discours, regardez le discours, mais lequel, par qui, où, sur quelle page, et dans quel contexte. Alors j'ai voulu créer une séquence systématique, historique, chronologique, inattaquable, et dénombrer à l'intérieur de ça le nombre d'occurrences. Et je pense que là, on pourrait peut-être faire la même chose pour la presse ou pour d'autres journaux. On a là un reflet de la société québécoise, un journal important. Ça nous aide à comprendre mieux. On a des connaissances historiques plus stables. Il ne suffit pas de dénoncer. Le rôle de l'historien n'est pas de dénoncer le passé, mais d'en montrer les mécanismes. Le défaut principal de certaines démarches, on a voulu juger le nationalisme canadien-français des années 90 et les référendums à la lumière d'un passé sur lequel on voudrait projeter aujourd'hui le Québec contemporain. Alors, voyez, lisez les témoignages, prenez conscience que le Québec a été antisémite à une certaine période et voyez que ça n'a pas changé. C'est ça le discours qu'on a tenu. On peut peut-être comprendre, à partir de votre livre, que la relation difficile entre le Canada français et les Juifs est imputable à une incompréhension mutuelle de ces deux groupes qui ne parlaient pas français d'un côté et de l'autre côté qui ne connaissaient peut-être rien de la religion juive. Est-ce que vous pensez que l'incompréhension est une des grandes causes de l'antisémitisme au Québec? Oui, et je pense que la loi de 1903 qui a projeté à peu près 99,9% des enfants juifs du côté anglo-protestant, à la demande de l'Église catholique, c'est les évêques qui ont demandé ça. Cette loi-là a été extrêmement dommageable, a empêché ce qu'on aurait souhaité, au moins une connaissance du français, au moins une connaissance des mécanismes du nationalisme canadien-français de l'époque, par les Juifs. Et il va falloir attendre la Révolution tranquille pour que ça apparaisse, que les Juifs de Montréal, pour la communauté juive, commencent à comprendre quelles sont les revendications des Canadiens français, bientôt québécois, et en quoi ces revendications pourraient être légitimes en dehors de toute présence juive, et comment ce n'est pas un moteur d'antisémitisme nécessairement. Peut-être pour illustrer cette incompréhension des Canadiens français et même du Canada en général envers les Juifs, dans un autre de vos livres, vous parlez de l'internement des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait qu'il y a des Juifs qui ont été enfermés dans les mêmes prisons que des prisonniers de guerre allemands. Qu'est-ce que c'est que cet épisode-là? Comment est-ce que c'est possible d'en arriver là? Alors, quand la Blitzkrieg a commencé, à l'été 40, les Allemands ont pris la France, sont arrivés à la Manche et ils ont commencé une campagne de bombardement aérien portant sur Londres. Et la rumeur s'est propagée assez rapidement que les Allemands étaient pour traverser la Manche et envahir la Grande-Bretagne. Dans ces circonstances, les autorités britanniques ont décidé d'exclure, déporter au Canada à peu près tout ce qui était menaçant, tout ce qui risquait d'aider l'effort allemand, dont les citoyens allemands résidant en Grande-Bretagne, qui étaient des réfugiés du régime nazi et dont la plupart étaient des Juifs. Et c'est comme ça que ces Juifs-là sont arrivés au Canada à la faveur d'une panique militaire, d'une panique politique. Et c'est environ 2 à 3 000 qui sont arrivés au mois de juillet dans les ports de Québec et Trois-Rivières, où ils ont été internés sur les plaines d'Abraham, à peu près 1000 à 1500, à moins d'1 kilomètre du Parlement. Tout le monde a pu les voir.
Et ils ont été ensuite internés dans les cantons de l'Est, dans la vallée du Richelieu, dans les Maritimes, dans le nord de l'Ontario. Et on a commencé à les libérer seulement à partir de 1943. On ne se souvient pas que le Canada a accueilli jusqu'à 30 à 40 000 prisonniers de guerre allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont été dispersés partout au pays. Et de ce nombre, il y avait des Juifs. Mais les Canadiens ont mis beaucoup de temps à comprendre la différence entre des citoyens allemands civils qui étaient des Juifs réfugiés hostiles au régime nazi et des soldats qui étaient, au contraire, peut-être pas des nazis, mais des belligérants, des gens qui avaient pris les armes contre le Commonwealth, l'Empire britannique. Et on les a mis pour un bout de temps. Ça a pris un bout de temps avant qu'on les sépare finalement. Mais je pose une question assez simple. Mis à part ces 4 années noires dans le devoir, là, 34, 36, 38 et 43, l'antisémitisme n'est pas si présent que ça. Non. Et donc, on ne pourra jamais dire que les Canadiens français ont fait du juif une obsession. Non, ça, c'est à réserver à un ténor en particulier qui n'a jamais été élu, c'est Adrien Arcan, qui n'a jamais occupé une grande importance dans la sphère politique, qui n'a pas été un porte-parole dominant d'un parti dominant ou d'une grande faction ou d'une classe sociale importante. Non, c'est en marge que ça s'est joué, sauf que pour décoder ça, puis pour le comprendre, il fallait sortir un peu des jugements habituels. Un petit toast peut-être? C'est le rêve. Inch'Allah, c'est je crois en Allah. C'est pas religieux, c'est à la vie.